Et merci de nous rejoindre sur Radio J pour l'histoire des Juifs de France. Un rendez-vous préparé, comme c'est le cas depuis plus de 240 numéros, et oui tout de même, par Christophe Dard. Bravo Christophe. Et aujourd'hui, place un récit consacré à l'une des grandes figures de la philosophie française, c'est Vladimir Yankelevitch, celui qui a écrit sur le bonheur, sur l'amour, sur la mort, sur le mensonge, mais aussi sur la Shoah, le judaïsme et Israël, qui a aussi été musicien et auteur de plusieurs ouvrages sur des compositeurs parmi lesquels Debussy, Fauré et Chopin. Yankelevitch a aussi été un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est donc, Christophe, une vie passionnante que vous allez nous raconter. Et elle débute, je crois, dans le département du Cher. Eh oui, Vladimir Yankelevitch, qui naît à Bourges en 1903, des parents juifs russes qui ont fui les discriminations prises contre les juifs et les pogroms. Son père, Samuel, est médecin otorino-laryngologue. Il est né à Odessa et il a quitté la Russie alors qu'il avait une vingtaine d'années pour faire ses études à la faculté de médecine de Montpellier. Et c'est là qu'il a rencontré sa future épouse, Anna Riss, également juive émigrée de Russie. Plus tard, Samuel Yankelevitch sera aussi l'un des premiers traducteurs de Freud. Et le petit Vladimir, naturalisé français à l'âge d'1 an seulement, a un frère et une sœur. La famille s'installe à Paris et Vladimir va y mener d'excellentes études. Il entre à l'âge de 19 ans à l'école normale supérieure. Il choisit la philosophie comme spécialité et c'est à cette période qu'il fait la connaissance, on va dire, de son mentor, Henri Bergson, on en a déjà parlé, qui à l'époque est maître de conférences à l'école normale supérieure, professeur au Collège de France, académicien, président de la nouvelle commission internationale de coopération intellectuelle et futur prix Nobel de littérature, bref, une autorité qui se respecte. Élève brillant, Vladimir Yankelevitch est reçu premier à l'agrégation de philosophie en 1926. Il rejoint l'Institut français de Prague où il enseigne pendant quelques années. Et il va préparer une thèse qui donc mettra plusieurs années à voir le jour sur le philosophe allemand de la première moitié du 19e siècle, Schelling, disciple d'Emmanuel Kant. Puis de retour en France, Yankelevitch enseigne au cours des années 30 dans les lycées de Caen, Lyon, et puis également dans les universités de Toulouse et de Lille. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Vladimir Yankelevitch est mobilisé. Il est sous-lieutenant de réserve comme tout normalien et il est envoyé au front comme lieutenant d'infanterie. Exactement, il est d'ailleurs blessé à l'épaule, donc du coup il reste pas longtemps sur le front. Il revient à Toulouse au début de l'année 1940, mais quelques mois plus tard, il est révoqué, on peut dire, définitivement de la fonction publique car il n'a pas la nationalité française. Alors il enseigne sous une fausse identité, mais avec la mise en place du premier statut des Juifs, il vaut mieux effectivement se faire discret et donc il est définitivement destitué. Voici ce qu'il écrit justement de cette période, de cette révocation. Je suis depuis quelques jours relevé de mes fonctions. On m'a découvert 2 grands-parents impurs car je suis par ma mère demi-juif, mais cette circonstance n'aurait pas suffi si je n'avais de surcroît été métèque par mon père. Cela faisait trop d'impureté pour un seul homme. Il passe dans la clandestinité et s'engage dans la résistance au sein des réseaux toulousains en distribuant notamment des tracts sur lesquels on peut lire « Les nazis ne sont des hommes que par hasard ». Il rédige aussi des tracts en russe pour appeler les prisonniers soviétiques enrôlés de force dans la Wehrmacht à déserter, car il faut le dire, pour lui, et ça par exemple ça sera un point de désaccord avec Sartre, la liberté ce n'est pas penser, c'est s'engager pour de vrai. Pour lui, l'homme ne doit pas parler mais agir, et comme il l'écrit, résister, c'est renouer avec son judaïsme, lui donner un sens et une éthique, car la morale qui refuse et s'insurge est un rempart invisible contre le mal. Et puis alors que le judaïsme n'avait jamais fait l'objet d'une réflexion de sa part, Yankelevitch analyse philosophiquement la Shoah notamment. Il y voit un événement surnaturel et qui ne doit pas être oublié. Il écrit que le pardon est mort dans les camps de la mort. Il écrit aussi « Les innombrables morts sont notre affaire à tous. Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer ». Donc effectivement, chez Yankelevitch, il y a l'idée de transmission et de mémoire qui prime au-dessus de la Shoah. Et effectivement, il n'a pas du tout l'intention de pardonner. Et d'ailleurs, en 1967, ça c'est très intéressant, il va assimiler antisémitisme et antisionisme. En 1967, ça remonte donc déjà il y a très longtemps. Et voici justement ce qu'il écrit. « L'antisionisme est une incroyable aubaine car il nous donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie. L'antisionisme est l'antisémitisme justifié, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. » Vous notez bien sûr toute l'ironie effectivement de Yankelevitch, qui va d'ailleurs consacrer plusieurs livres où il évoque
le judaïsme et la Shoah. On peut citer par exemple Le Mal, Le Pardon, bien encore L'Imprescriptible, qui paraîtra à titre posthume. La guerre terminée, Yankelevitch revient enseigner à la faculté de Lille et en 1951, c'est la consécration puisqu'il est nommé titulaire de la chaire de philosophie à la Sorbonne et qu'il occupera 24 ans jusqu'en 1975. Et oui, la chaire de philosophie morale et à la Sorbonne, les cours de Yankelevitch sont de véritables masterclass. Il parle sans notes, d'un dépit rapide pendant pas mal de temps. Écoutez-le justement faire son cours, imaginez devant ses étudiants, sur le thème de la tentation. C'est un état instable, critique et qui ne peut pas durer et qui est par conséquent provisoire. La tentation est provisoire et ne peut pas durer, même si le conflit est imaginaire, il a beau être, même s'il est inventé par l'homme, par une imagination échauffée et enfiévrée, il n'en reste pas moins que c'est un conflit aigu et qui doit se résoudre dans un sens ou dans l'autre, comme toute situation tendue. Et il doit se résoudre comme doit se résoudre la décision d'une volonté libre à la croisée des chemins, au carrefour des possibilités, et qui hésite entre des éventualités opposées, entre des éventualités différentes. Et oui, entre les portes des amphis qui claquent effectivement, puis comme il y a toujours un peu d'écho, voilà ce que donnaient les cours de Yankelevitch. Ça vous rappelle des souvenirs où j'ai pas suivi la philo à la fac. Vous avez fait Hippocagne. Oui, mais c'était pas pareil. C'était salle de classe plus traditionnelle. Là, dans un amphi, ça devait quand même être assez impressionnant de voir Yankelevitch effectivement délivrer ses pensées, qui dit d'ailleurs régulièrement à ses étudiants « Ne manquez pas votre unique matinée de printemps, car notre temps est compté, le printemps nous le rappelle. » Voilà une jolie formule. Dans la même veine, il écrit aussi « C'est maintenant ou jamais, ne perdez pas votre unique chance dans toute l'éternité. » Et puis dans ces années, il écrit beaucoup. En 1954, il publie sa toute première œuvre majeure dans le domaine de la métaphysique et qui s'intitule Philosophie première. Et il va créer le concept du presque rien, qui désigne un temps dont la durée est si courte que la naissance et la disparition ont lieu presque simultanément. Autre œuvre importante, le traité des vertus, où il distingue les vertus conservatrices comme la fidélité et la patience et les vertus de l'instant comme la générosité ou le sacrifice que l'homme ne possède jamais mais qu'il effleure devenant momentanément un héros ou un saint. À partir de 1963, Yankelevitch enseigne également à l'Université libre de Bruxelles, qui lui décerne d'ailleurs le titre honorifique de docteur honoris causa. Et il faut souligner que Yankelevitch est un homme engagé, héritage bien sûr de ses années de résistance, notamment pendant les événements de mai 68. Il soutient les manifestations. Celui que l'on surnomme d'ailleurs le marcheur infatigable de la gauche va se battre pour le maintien de l'enseignement de la philosophie en terminale en 1979, qui est alors menacé. Et puis on le voit aussi dans plein de manifestations, comme par exemple pour soutenir le dissident soviétique Andreï Sakharov en 1981. Outre la philosophie, Christophe, la grande passion de Yankelevitch a été la musique. Pianiste émérite, il a écrit une douzaine d'ouvrages sur la musique et les compositeurs qu'il admire. Et oui, pour lui, musique et philosophie sont liés. C'est vraiment passionnant d'écouter Yankelevitch parler de musique. Alors, il a écrit sur Fauré, Ravel, Debussy ou bien encore Liszt et Chopin. Et dans La musique et l'ineffable, Yankelevitch écrit « Directement en soi, la musique ne signifie rien, si ce n'est pas convention ou association. La musique n'est rien, mais veut tout dire à la fois. » Je trouve que c'est une belle formule. Et puis en interview, il dira le pouvoir du plaisir que provoque la musique. Quand vous écoutez de la musique, en concert aussi d'ailleurs, vous ne pensez plus à rien d'autre, à votre carrière, à quelqu'un qui vous porte ombrage, à la note du percepteur à payer, à tous les soucis sordides et mesquins de la vie quotidienne. Et effectivement, la musique nous permet d'oublier un peu tout cela. Merci beaucoup Christophe. Vladimir Yankelevitch, qui est mort à l'âge de 82 ans en 1985 et qui repose aujourd'hui au cimetière de Châtenay-Malabry.